Test micro, test micro. En live dans 3 minutes. BLE. C'est parti mon kiki. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, zéro de conduite. Chaque mardi, de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Caméra. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de BLE Motors. Alors ce soir, on aura un agenda assez chargé et on va parler notamment beaucoup de Formule 1. Alors ce soir, je suis accompagné de Seb. Bonsoir. Très motivé, et Olivier. Bonsoir à tous. Alors ce soir, l'agenda, ça sera d'abord des news auto avec Olivier. Ensuite, je vous présenterai le 2008 Diesel.
Ensuite, débriefera, non pas du tout, on débriefera les essais hivernaux de Formule 1 et enfin on discutera encore un peu de tout ce qui est news, sport, mécanique. Et on salue Martial qui nous suit à distance. Salut Martial. Oui, salut Martial. Et on salue également ITLF qui nous republie sur leur page et qui nous ramène beaucoup d'auditeurs. Merci à ITLF. Bon, bah on va passer aux news. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. De retour au studio pour parler des news automoto. Et ce soir, ça sera avec Olivier. Olivier, tu vas nous parler d'abord de Honda. Et oui, effectivement, Honda qui a annoncé vouloir contrer la Renault Mégane RS en offrant une série inédite limitée à sa Honda Civic Type R. Alors, il y a quelques améliorations, notamment au niveau visuel, avec son toit à ses rétroviseurs et sa prise d'air sur le capot en noir brillant. L'intérieur, ils ont décidé de faire appel à des baquets et à volant en alcantara rouge pour se distinguer. Niveau matériaux d'insonorisation, pardon. Et c'est difficile ce soir. Ah oui. Ont également été réduits au maximum, permettant à l'ensemble de perdre 47 kg. Et du coup, les pièces peintes en noir, c'est du carbone ou c'est juste peint? C'est juste peint. C'est pour ce... Il n'y a aucun gain de poids en termes de carrosserie, quoi. C'est juste pour voilà, le visuel. Mais le vrai gars, c'est la perte de 47 kg. Et c'est à 320 chevaux, direction recalibrée afin d'accroître l'efficacité globale de la voiture. Donc ils n'ont pas monté en puissance, c'est en gros la même voiture, quoi. Ouais, c'est la même voiture, ils ont essayé, voilà. Ils ont pas changé. Édition limitée. Bon, le châssis était déjà très bon, on peut pas la renier, on va dire, en termes de comportement routier, mais je trouve que c'est peu comme amélioration pour une édition limitée. C'est plutôt léger, ouais, comme amélioration. C'est pas énorme. J'aurais plus vu vraiment, justement, des parties en carbone, le capot, peut-être le toit, peut-être leur aileron monstrueux à l'arrière, peut-être un peu plus de carbone pour alléger encore plus l'auto. Et là, peut-être, il y aurait eu une possibilité d'aller concurrencer la Trophy-R, parce qu'avec tout le carbone qu'il y a sur la Trophy-R, là, on en est loin. Hein. Ah bah, salut à Daria, qui en plus est fan de cette Honda, donc voilà, une nouvelle édition anniversaire. Édition. Tu voulais aussi nous parler d'un petit bug dans Waze. Oui, alors, pas pour tout le monde, mais pour la dernière version qui était mise à jour sur Android, il y avait un petit bug qui décalait la fenêtre pour montrer les directions. Du coup, le trajet pour certains utilisateurs était tout simplement illisible. Donc, c'est dommage. Voilà. Vive Android. Vive Android. Bon, ça va pas tuer tout le monde, mais embêtant quand même. Autre news concernant BMW cette fois-ci. Oui, alors le responsable des finances, Nicolas Peter, il a lancé un beau défi. Il veut une baisse de 20% des émissions de CO2 en 2020. En sachant que en 2018, ils étaient à 128 grammes par kilomètre contre 124 en 2016. Et lui, il vise 100 grammes pour 2020. Pas mal. Pas mal, on va voir si... ils prendront des moteurs BMW ou pas. À propos de consommation, il va y avoir des nouveautés concernant les bonus et malus au 1er mars 2020. Alors oui, concernant l'apparition du WLTP... le gouvernement il a concocté une nouvelle grille spéciale malus, déclenchement à 138 grammes par kilomètre au lieu de 110 grammes par kilomètre. Le seul point pour le moment, c'est normalement à partir du 1er mars, mais la rumeur dit que ça pourrait être repoussé au 1er juillet. Ok, pas mal. Est-ce qu'ils sont pas en train de tuer l'auto ? Du coup, si tu achètes tes voitures avec l'ancienne norme, il y a moyen d'avoir du bénéfice, non ? Parce qu'elle était un peu plus clémente. Oui, mais après, tu risques... ça va être juste l'instant là, mais à terme, est-ce qu'ils sont pas en train de détruire l'automobile petit à petit
Vas-y Olivier. Oui, à terme, c'est vrai que ça peut se poser comme question, parce qu'à force ça de commence à- réduire, bientôt ils vont nous sortir quoi, il y des aura moteurs plus, des moteurs de temps de tondeuse qui rouleront à 30 km/h. Ouais, Tu pourras pas dépasser les 130 comme ça. Bah là, tu atteindras même pas, quoi, en fait. Ouais. Ça devient ridicule. Bah après, ouais, c'est vrai que ça pousse peut-être à aller vers l'électrique, mais bon, l'électrique, écologiquement, enfin, il y a un moment où on va vite arriver à quelques problèmes avec les batteries, donc... Ouais, mais c'est pas... On aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est pas en jouant sur le trafic automobile, sur les voitures, que tu vas jouer sur l'écologie. Pense déjà aux avions, pense aux cargos, porte-conteneurs, les bateaux, mais il y en a partout. Et c'est bien pire qu'un bateau, c'est bien pire que... C'est l'équivalent d'une ville en termes de voitures. Donc, il y a peut-être plus à travailler que le simple automobiliste, encore une fois. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est encore nous, simples automobilistes, qui vont trinquer, payer, quoi. oui. Ok. À quel prix ? Bon, bah merci bien pour les news. Voilà. On va passer à la présentation du 2008. Parle-nous donc de ton super SUV. Ouais, tu vas adorer. Waouh. Et oui, ce soir, c'est moi qui vous présente un modèle. Et alors là, j'ai choisi un modèle de tous les jours, entre guillemets. J'ai choisi le 2008. Encore un SUV, malheureusement, ça ne plaît pas à Seb. Non, voilà. Là, en fait, pourquoi j'ai choisi cette voiture, c'est parce que j'ai vu dans ce modèle-là quelque chose qui pourrait être pour tout le monde, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, on a une première photo de la face avant. C'est le second modèle qui est disponible depuis début janvier. Enfin, je vais vous parler notamment de certaines motorisations spécifiques, pardon. Et donc voilà, on trouve la marque, la signature, notamment au niveau des phares, la signature de Peugeot avec cette espèce c'est une 208, sauf qu'ils ont pété dedans, quoi. Ah ouais. On peut voir ça. À plusieurs quand même là. Hein. Oui, bah. Elle était ça gonflée. une équipe d'ingénieurs, quoi. Mais moi je la trouve très belle. Bof. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Je m'attendais à un peu mieux, Ouais. très concrètement. Le truc, c'est que ça devient pire qu'Audi, en fait. Hein. En termes de ressemblance entre chaque modèle. Ah oui, bah c'est la même famille. Ils sont en train de disons battre que- Audi. c'est la même Parce famille, que oui. Audi, ça commençait déjà à devenir un petit peu agaçant d'une voiture à l'autre. C'était la même chose. Peugeot est en train de suivre la même ligne, quoi. Ouais, bah, Enfin, il y a un petit peu tous en même voilà, temps, j'ai envie de dire. le problème de ça, de ces similitudes entre les modèles, c'est que si t'en aimes un, tu les aimes tous, mais si tu n'aimes pas, tu aimes pas tous les modèles. C'est pas faux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu périlleux. Je voulais vous montrer également la vue de côté. Alors une fois que j'arriverai à changer la photo, voilà. Avec, on va retrouver un design assez épuré et notamment on va être capable sur certaines finitions d'avoir un toit noir, ce qui rajoute du cachet parce qu'on va retrouver du noir en haut et également sur les ailes avec une ligne que je trouve plutôt sympa. On voit maintenant à l'écran avec un dessin qui remonte légèrement sur l'arrière. On va retrouver sur la finition présentée ici, donc c'est une finition haut de gamme, on va retrouver aussi également les rétros en noir. Voilà, je trouve qu'elle a assez de style. Voilà, toi Seb, je vois te faire des grimaces, Pas fan. c'est moyen. Ah oui, bah oui, c'est dégueulasse. Ah carrément, dégueulasse. Ah ouais, Oh. ouais. Olive, Je qu'est-ce vais que t'en peut-être penses? pas jusque-là, non. Cette espèce de triangle que tu as sur la porte arrière, faut se demander pourquoi. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, ça, en fait, Mais- c'est de l'aérodynamique. C'est Oui, pour, bien sûr. C'est pour aller plus c'est vite. pour mettre C'est de l'aéroboulimie, quoi. plutôt. Pas mal. C'est pour distribuer l'air, tu sais, en haut, en bas, etc. Et Puis maintenant... dans 5 minutes, tu vas me dire que c'est pour copier Lamborghini. Oui, c'est ça. Tu vois pas l'air de famille avec le russe? Mais bien sûr, tout à fait. Et dans quelques instants, vous allez voir une photo de l'arrière. Alors là, comme dans toutes les Peugeot, on va retrouver la signature luminaire à l'arrière avec des phares noirs et les griffes, entre guillemets, de Peugeot. On retrouve une double sortie d'échappement. Et encore une fois, pas mal de noir qui ajoute un peu de cachet à la voiture. Toujours pas fan, Seb. Ah bah non. Bah Ça non, sera- c'est un nom définitif. Ah bah non, Putain, il Il va non, rester négatif. J'arrivais pas à te bloqué convaincre. sur C'est ces- un nom négatif. un double nom. Si c'est pour conduire dans les nuages, autant prendre un avion. Et toi, Olive, qu'est-ce que t'en penses? Alors, bon, j'ai toujours été fan des Peugeot. Niveau esthétique, là, c'est vrai que bon. Tu vois, l'espèce d'arête en fait, C'est pas- en tôle que tu as entre le phare et la custode, pourquoi? Ouais, c'est vrai. Il y a des petites imperfections pour moi, ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là arrive en termes de diesel avec 2 moteurs différents. Donc, un moteur de 100 chevaux, boîte manuelle 6 rapports, et un moteur de 130 chevaux, boîte automatique 8 rapports. Alors, en termes de consommation, pourquoi j'ai choisi le diesel ? C'est parce qu'on va retrouver des chiffres plutôt sympas en termes de consommation. On va retrouver du 5,9 litres avec le moteur 130 chevaux, et du 5,4 litres à peu près sur du 100 chevaux. Alors ces mesures ont été faites par des testeurs et c'est pas les mesures officielles de Peugeot, donc ça a été testé entre guillemets dans la vraie vie. Les personnes qui ont pu tester les véhicules jugent la boîte manuelle plutôt agréable et le moteur plutôt silencieux. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un diesel qui fait pas un bruit de camionnette quand même. Oui, c'est vrai que bon, c'est oui. Après, moi je dis rien, je roule au diesel, donc le bruit, les bruits du diesel, on le connaît, mais ouais, pourquoi pas. Je vais vous parler de l'intérieur maintenant. Donc on retrouve le petit volant typique de chez Peugeot et le compteur numérique, pas tête haute, vue haute, regardé par le dessus, comme il est spécifié chez Peugeot. Et on va retrouver en option un grand écran central jusqu'à 10 pouces. Et on voit à la partie centrale également des touches pour la climatisation, etc. en forme piano. C'est des petites touches qui dépassent du tableau de bord. Concernant l'arrière, on va retrouver une banquette fixe. Contrairement aux captures où on peut la déplacer, il a été jugé qu'il y a moins de place que dans un capture, mais plus que dans un DS3 Crossback, ce qui fait du sens vu que le DS3 est légèrement coupé, on va dire. Et on va retrouver aussi également un coffre de 410 m3, ce qui le met plutôt dans la moyenne haute de cette gamme de véhicules. En termes de tarification, donc c'est vrai que moi je voulais vous présenter les moteurs diesel, mais on va parler aussi un peu du moteur essence parce que c'est l'entrée de gamme qui commence à 21 500 avec un moteur 100 chevaux boîte 6 rapports, alors que les moteurs diesel, donc le moteur qu'on a cité avant de 100 chevaux à boîte manuelle 6 rapports, il commence à 23 000 €, avec chacun une finition de type active. Donc avec une finition active, ça veut dire avec allumage automatique des feux, régulateur, limitateur de vitesse, l'écran central de 7 pouces, donc voilà, avec quelques options. Ensuite, on va retrouver une autre finition qui s'appellera Allure. Ça va commencer à partir de 25 000 €. Là, on retrouve un peu plus d'équipement avec une climatisation automatique, la lecture des panneaux, ce qui est plutôt pas mal pour savoir où on en est en termes de vitesse, l'alerte franchissement de ligne, un régulateur de vitesse toujours, et un iCockpit 3D, donc un compteur numérique un peu plus sympa, et des jantes 17 pouces. Et enfin, la version la plus haut de gamme, entre guillemets, celle que je vous ai présentée en photo, avec notamment le toit noir, on va la retrouver à partir de 31 000 €. Ça s'appelle la GT Line, donc ça commence à chiffrer. 31 000 € dans un SUV Peugeot, définitivement non pour Seb. Donc 130 chevaux. Trop, oui. Et alors, figure-toi, Seb, qu'en termes de tarification, on se retrouve plutôt en milieu de gamme, comparé à ses opposantes. Ce qu'il faut, par exemple, À ce prix-là, je prends une Alfa Giulia en occasion avec un bon moteur et peu de kilomètres. Ah oui, mais du coup, ouais, t'es plus vraiment sur le même type de modèle. De toute façon, à quoi bon ? Et donc du coup, par exemple, en termes de tarification, on va se retrouver un peu plus cher qu'un T-Roc, mais un peu moins cher qu'un T-Roc, mais plus cher qu'un Capture. Si tu devais faire le choix entre ces trois-là, Seb, entre T-Roc, Capture et Peugeot 2008, il faut faire Je prends le bus. Non, mais il faut faire un choix. Entre 3 SUV, quel est le moins pire pour toi ? Aucun, je me Oh roule là pas. là, tu m'aides pas. Ce n'est pas ma philosophie automobile, donc je ne roulerai pas là-dedans. Olivier, toi, tu aurais une préférence entre T-Roc, Renault Capture, Peugeot 2008 ? Alors la Peugeot intérieurement est pas mal, mais c'est vrai que le Capture resterait ma préférence quand même. Alors t'as Martial qui nous dit que l'intérieur iCockpit, donc on va retrouver sur la finition intermédiaire, est top. Et Martial, lui, il choisit T-Roc. Bon, pourquoi pas. Alors, je voulais conclure sur ce modèle, c'est que les points positifs, c'est qu'en termes de consommation, il est plutôt pas mal, une très bonne note. Les personnes qui ont testé le véhicule sont totalement satisfaites du moteur et du châssis. Et un petit plus pour la qualité de fabrication.
en point négatif, c'est que c'est un SUV qui est moins modulaire que ce qu'on va retrouver sur le marché. Ça c'est vrai, pour la qualité de fabrication, on peut pas dire, Peugeot ils sont quand même vraiment améliorés, quoi. Tu vois qu'il y a quand même déjà une qualité perçue, et même au toucher, tu sens que les matériaux, c'est plus trop la même chose. Bon, il y a toujours ce côté, en France, j'ai remarqué, vu que je fais quelques voitures de temps en temps, et c'est souvent sur les voitures françaises, dès que tu arrives au milieu de la planche de bord, les plastiques du dessous, c'est vraiment des plastiques dégueulasses, quoi, tout simple, tout dur, Ouais. alors qu'au-dessus, ils mettent un petit peu plus de soin. C'est là que tu vois cet aspect un peu à gratter à droite à gauche que tu n'as pas chez d'autres constructeurs. Après, voilà, c'est aussi Mais ça qui va... Peugeot là-dessus a quand même fait un petit bond en avant quelques efforts, depuis oui. 4-5 ans. Là, il y a quand même des choses un poil plus originales. Après, on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Ce design un petit peu tarabiscoté de tous les côtés, c'est particulier. Mais en termes de matériaux et de qualité perçue, c'est quand même C'est nettement pas mieux. Et même de fiabilité. Je pense Peugeot dans Ça, l'ensemble, après, je ne sais pas. c'est pas mal pour moi. Ouais, après voilà, le fait d'apporter un petit peu plus de finition, ça va te permettre de peut-être séduire un public un peu plus large, quitte à avoir un tarif légèrement plus élevé, mais voilà, tu peux te permettre de sortir entre guillemets de la gamme classique et voilà, et séduire peut-être un peu plus de monde, quoi. Et donc en négatif, voilà. Négatif, on va retomber là-dessus, c'est le problème, c'est que le prix du coup si on va chercher la finition GT Line qui est entre guillemets la plus aboutie, on va tomber sur un prix où on commence déjà à être dans des tarifs assez élevés, hors quoi. malus. Au-dessus des hors malus. Normalement avec les motorisations, toutes les motorisations sont neutres en termes de malus bonus. Ouais, mais ça compense quand même pas. Donc voilà. le prix, quoi. Voilà, c'était ma présentation du 2008. J'espère que certains seront aussi positifs que moi sur le véhicule. Et Après, voilà. tous les goûts sont dans la nature, bien sûr. Ça va faire des adeptes quand même, je pense. Oui. Bon, on passe à notre section favori, la Formule 1. C'est parti. T'as fait un quiz. Eh non, pas Ah de ouais, il n'y en a quiz. pas aujourd'hui. Ben non, il y a tellement à débriefer sur les essais hivernaux. Si tu veux, j'essaierai de te poser des cols à propos des essais hivernaux. Allez, générique. On se retrouve maintenant en direct pour parler Formule 1. Et alors pourquoi Formule 1 ? C'est parce que cette semaine, il y a eu les essais hivernaux. Donc on a eu 3 jours de tests qui sont déroulés à Barcelone. Donc mardi, mercredi, jeudi. Et donc ça a été la première fois que les Formule 1 de chaque équipe ont pu parcourir des kilomètres en termes illimités, puisque pour rappel, elles ont le droit de faire 100 km pour un tournage publicitaire ou des choses comme ça. Donc là, ça a été vraiment la découverte des Formule 1. Alors on va passer à travers les différentes écuries. Je vais commencer par le fond de tableau, et notamment par la Williams, qui malgré tout, Est déjà très moche. très moche. Tu la trouves moche ? Bon, on dirait un tube de dentifrice. Je la trouve un peu mieux que l'année dernière quand même. Bah, disons que l'année dernière c'était Signal, cette année c'est Aquafresh. Ouais, C'est bon. Ouais. Ça change de marque, c'est pas mal. ouais, mais bon, ça reste quand même très. Moi je disais la semaine dernière, je trouvais que ça ressemble à une voiture de jeu vidéo. Le bleu, blanc, rouge, les couleurs, un design des peu jeux abouti. vidéo des années 90, les Virtua Racing et Oh, compagnie, là. non, C'était non. avec 2 couleurs sur la voiture, quoi. Ouais, 3 là, hein, attention, quand même. Pardon. Mais alors là, moi, le gros point positif de Williams, c'est que ils étaient là au premier jour, Ils étaient prêts. contrairement à Et l'année ils avaient même dernière. fait le check-down avant les essais. Le shutdown, donc du coup, c'est ce qu'on disait avant, c'est les 100 Les km. 100 km maximum Ah, pour un tournage avec des pneus de démo, etc. Voilà. Et donc du coup, ils ont eu la chance la chance entre guillemets, parce que pour eux c'est une chance, parce que l'année dernière ils n'étaient pas là au premier jour, de faire leur premier kilomètre. Et Et, ils ont tourné. Et pardon. Ils ont quand même pas mal tourné. Ouais, ils ont pas C'est mal un bon tourné. début. Et en fait, les pilotes étaient plutôt satisfaits de la voiture. Bon, quand on part du tout au fond, forcément, on ne peut que s'améliorer. Voilà, ça peut pas faire pire, je pense pour Si, eux. je pense qu'ils auraient pu faire pire, mais ça va, ils ont réussi à éviter ça. Mais voilà. Mais je pense qu'ils ont commencé à développer aussi la voiture de 2020 au milieu de l'année 2019 parce que de toute façon ils avaient lâché. Oui, ils avaient Lâcher compris- prise ils sur la avaient saison compris que c'était 2019. perdu, il n'y avait plus de développement. Donc, J'ai noté que pendant ces essais hivernaux, elle était déjà 1 seconde plus rapide que pendant les qualifs de la course d'Espagne l'année dernière. Donc il y a déjà un gain significatif, c'est déjà pas mal pour eux. Ouais, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls à avoir augmenté aussi, je pense. C'est ça le problème. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester encore collés au fond Ouais, de tableau ? je pense. Je pense. À mon avis,
ils vont commencer. Enfin, après, je peux me tromper, mais vu comme ils sont partis, s'ils font les choses correctement, ils devraient pouvoir raccrocher le milieu du plateau peut-être d'ici la mi-saison. En tout cas, sur certains circuits, peut-être qu'on les verra un peu plus devant. Parce que si tu la regardes d'un peu plus près, comparé aux autres, elle n'est pas non plus oufissime en termes d'aéro, quoi. Il n'y a pas... Ouais. Je pense que c'est une période de transition aussi pour eux. Je pense qu'ils essaient de partir d'une base neutre, qu'ils comprennent, qu'ils arrivent à exploiter, pour pouvoir ensuite développer dessus et essayer d'arriver à quelque chose. Je pense que c'est peut-être plus cette optique-là qu'ils ont choisi, parce que de là où ils viennent... disons que pour eux, c'est mieux de repartir sur une base propre et saine, parce qu'on sait que 2014, l'apparition des moteurs hybrides, ils étaient vraiment au top, et ça a été la dégringolade depuis. Donc... parce qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent, donc voilà, reprendre à zéro un peu le tout, est parti, c'est pas plus mal. Il n'y avait plus rien, quoi. Martial qui nous dit, elle reste très simpliste, et Martial la voit toujours au fond avec la Haas. Je sais pas. La Haas, je sais pas. On sait jamais si c'est une copie de... Parce que Haas a fait un travail similaire où ils ont, entre guillemets, repris les bases. Et a priori, ils sont partis sur des bases saines, donc peut-être qu'on peut s'attendre à une Haas comme dans 2018 qui va performer en Australie. Les pilotes parlent d'une auto prévisible déjà, donc c'est déjà plutôt positif. Ça veut dire qu'ils arrivent à anticiper ces réactions, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Voilà. Donc, bon, après Haas, oui, Melbourne, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, il faut voir comment ils vont avancer au fil de course, c'est ça. Oui, parce que Haas, que j'ai noté qu'il y avait peu de kilomètres, parce qu'ils sont énormément focus sur l'aéro. Et puis je crois que c'est la seule voiture qui s'est accidentée. Et je crois que c'est dû à une crevaison, si je me souviens bien. Il y a quand même eu du dégât sur la voiture, contrairement à d'autres qui se sont juste arrêtés. On va dire que c'est pas une erreur de pilotage ou due à l'architecture de la voiture, c'est vraiment une crevaison. Voilà. Martial qui nous dit le problème, c'est le pouvoir de développement en cours de saison. Il faut voir en fonction avec l'arrivée là chez Williams. Enfin, s'il parle de Williams, il faut voir avec l'arrivée de Latifi quels fonds ils ont récupéré, ce qu'ils vont être en mesure de pouvoir faire avec. C'est ça que je voulais vous demander. Il y a beaucoup de si, quoi. Si entre guillemets, on va pas essayer de faire une année correcte pour aussi ne pas perdre ses pilotes, parce que là, tu as Latifi qui ramène du budget. Est-ce que l'objectif, c'est juste pas de faire une année d'entraînement où les ingénieurs vont peut-être prendre un peu plus de risques, essayer des choses? Ça va être quand même compliqué cette année, quoi. Surtout avec, pour les raisons qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est que si on se retrouve avec une saison un petit peu à sens unique, il y a beaucoup d'écuries qui vont très 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 rapidement tout arrêter pour cette année. Et donc c'est tout ou rien en fait. C'est soit on va avoir une saison où ils vont tous mettre des billes dans la bagarre pour essayer de faire quelque chose de correct. Quand on voit par exemple le changement radical de design de la Renault, le changement de museau à l'avant de la Red Bull, il y a quand même ils cherchent quand même à faire quelque chose. Maintenant, ça va être plus la question qui va basculer, dirait le premier sur 2021. Savoir sur le moyen terme au cours de la saison, quoi. Parce que je crois d'ailleurs que c'est Williams qui, rien que pour cette saison, ils ont annoncé qu'ils étaient que 80% concernés sur la voiture de 2020 et qu'il y avait déjà 20% de leurs ressources qui étaient totalement focus sur la voiture de 2021. Ouais, ça fait du sens. Voilà, Williams, t'es une écurie de fond de tableau qui galère. Pourquoi ne pas tout miser sur 2021 ou voilà, sur quelque chose d'exceptionnel? Tu peux repartir sur quelque chose de fou, quoi. Ça serait dans la logique des choses, oui. Mais après, c'est vrai, pour eux, essayer de pas non plus se ridiculiser cette année. Je pense que c'est important pour l'image de marque, car Williams, ça reste quand même une bonne écurie de Formule 1 qui a eu un beau passé. Donc. Ah oui, avec une histoire. Et c'est de faire quand même une saison correcte, entre guillemets, je pense. Ouais. Mais ça va être dur. Mais surtout qu'ils ont deux pilotes qui ont, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même deux pilotes qui ont peu d'expérience en Formule 1. Latifi arrive, Russell a une saison. Et en plus, la saison qu'il a vécue, on ne peut pas dire qu'elle a été Elle a été peut-être formatrice sur certains points, mais en course, il n'a pas réellement de référence, quoi. Non, le seul but pour lui, c'était de battre son coéquipier. Ouais, puis voilà, encore, c'était pas trop dur de rouler contre quelqu'un qui s'accorde d'une main. En plus, oui. Bah après, voilà, clairement, les deux pilotes-là, ils vont apprendre par la difficulté, hein, parce que là, quand tu commences par Williams, ils sont dans le dur, là, ça c'est clair. Là, tu t'en chies dès le début. Hein. Après, voilà, c'est vrai que sur un développement, si on s'y met assez tôt, on peut retrouver peut-être quelque chose, une surprise à la Brown, comme on a retrouvé il y a quelques années, où que le double diffuseur
voilà, qui était zone grise du règlement, ça a tout de suite fait un carnage et ils ont gagné toutes les courses. Quoi. Bon, on va parler de Haas aussi un petit peu. Donc du coup, on avait dit peu de kilomètres, voiture accidentée. Vous attendez à quelque chose de sympa du côté de Haas ou pas pour la saison prochaine, Olivier ? Honnêtement, Haas, j'attends de voir. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Melbourne, ça devrait le faire. Après, moi, je suis pas convaincu par Haas personnellement. Pourquoi pas essayer de remonter un petit peu dans la hiérarchie, mais moi, je leur souhaite juste une année constante, en fait. Voilà, ils ont eu beaucoup de problèmes l'année dernière, donc. Mais pas que l'année dernière. Toutes les années, des années en dents de scie. Il y a un coup des bonnes perfs, un coup des perfs moins bonnes. Qu'ils aient un peu de régularité, ce serait déjà pas mal. Ça, voilà. Une bonne base pour laquelle travailler pour l'année prochaine, avec le changement qu'il y aura l'année prochaine. Vaut mieux qu'il y ait un développement et une entente constante tout au long de la saison, de manière à vraiment souder l'équipe, on va dire, en vue du défi que va représenter l'année prochaine, quoi. Parce que quand tu écoutais des fois les interviews de Romain Grosjean la saison passée, la voiture était sur certains circuits catastrophique à piloter. Ce qui pouvait peut-être même dangereux pour les pilotes. Donc je veux dire, qu'elle n'arrivait pas à faire fonctionner les pneus. Voilà, donc espérons au moins sur ce poids-là, ils arrivent un peu à progresser en tout cas. Bon, on va retrouver comme Williams une année où voilà, il faut se rassurer entre guillemets. Plutôt les sponsors aussi, même s'ils n'en ont pas. Ouais, bah, disons, et le propriétaire est sponsor de lui-même entre guillemets. Bon, on va passer à ton écurie favorite, Alfa Romeo. Alors, troisième en termes de kilométrage. Alors, c'est fou parce qu'en préparant cette émission, je me suis dit, on les a pas beaucoup vus. Et finalement, c'est la troisième écurie à avoir parcouru le plus de kilomètres. D'un autre côté, c'est pas étonnant. Ils ont signé le contrat avec Kubica pour récupérer le sponsor Orlen, qu'ils ont rajouté au nom de l'écurie. Déjà, ils étaient obligés de le faire rouler au moins une journée complète. Et du coup, lui, vu qu'il va peu rouler cette année, vu qu'il est engagé également en DTM. Ça fait plaisir. Voilà. Il a roulé, il a aligné tout ce qu'il a pu. En plus, c'est lui, je crois, qui a roulé le tout premier jour. Donc ça permettait vraiment de faire un déverminage de la voiture, de vraiment s'assurer que tout fonctionnait bien. Il cherchait clairement pas la perdre de toute façon. Donc il fallait qu'ils éprouvent un petit peu toutes les pièces, quoi. Bonsoir Francis. Oui, Martial, il est, comme tu dis, il est parti chercher une casquette Renault parce qu'il est fan de la couleur noire. Non, pour revenir sur Alpha, j'espère encore une fois que ça sera une écurie qu'on va retrouver. Et, j'ai trouvé qu'il y a 2 ans avec le jeune Charles Leclerc, ça marchait plutôt bien. L'année dernière, un petit peu déçu par Giovinazzi quand même. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit un pilote extrêmement talentueux. Alors pourtant, quand tu voyais la saison de GP2 qu'il a fait avec Pierre Gasly à l'époque, ils étaient coéquipiers. C'était pas mal. Toute la saison, ils étaient limite 1 et 2 toute l'année, il était pas vilain. Sauf que je pense que là, il s'est juste retrouvé happé par le grand cirque qui est la Formule 1, il a mis du temps avant de prendre ses repères, avant de prendre ses marques. Ne serait-ce que son accident à Spa, à la fin du ça l'a montré. Mais par contre, après, en fin de saison, il a quand même signé des perfs plutôt pas mal. Il a eu les éloges de son directeur, de son team principal, qui est Frédéric Vasseur. Donc, s'il continue sur la lancée, il devrait être en pente ascendante. Je pense que c'est plutôt ça. Il a, on va dire, une bonne saison d'apprentissage. Et c'est vrai, comme disait Seb, sur la fin de saison, on a senti du mieux. Il était même des fois plus proche, et voire devant Kimi. Donc, à voir qu'il fasse moins d'erreurs. En tout cas, je pense que c'est la clé là aussi pour lui. Eh bien, en tout cas, les 3 pilotes qui ont eu la chance de piloter cette Alpha sont totalement satisfaits de la voiture. Donc voilà, peut-être une bonne saison qui se profile pour Alfa Romeo. En termes de kilométrage, en 4e place, on va retrouver la McLaren. Pareil, c'est tourné comme une horloge. Ouais, aucun problème. Parfait. Moi, ça me fait plaisir de voir Lando Norris et Carlos Sainz de nouveau disponibles pour cette nouvelle année. Est-ce que c'est des pilotes que vous pensez voir sur le haut de tableau ? Si ça continue comme l'année dernière, oui. Oui, la bonne progression. Je pense que, en tout cas, ces 2 pilotes qui pour moi sont très talentueux. Et on l'a vu l'année dernière, dès que la McLaren fonctionnait plutôt pas mal. C'est les meilleurs des autres. Ils étaient là, voilà, ils sont les meilleurs des autres. Donc, il faut juste espérer que cette année, McLaren arrive à confirmer la saison passée. Et c'est même d'améliorer encore un peu pour essayer de revenir sur le top 3. Mais il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à grand-chose du côté de McLaren, sachant que déjà l'année prochaine, ils changent de motoriste. C'est ce que je voilà. Donc, du coup, ils vont, je pense, ils ont fait une bonne voiture.
qui devrait être dans les bonnes positions une bonne partie du début de saison. Mais je pense qu'ils vont, à mon avis, rapidement basculer sur l'année prochaine. Ils vont peut-être regretter de quitter le moteur Renault. L'avenir nous le dira. Parce que, donc, pour rappeler à tout le monde, 2021, McLaren sera de nouveau motorisé par Honda. Par Mercedes. Oula. Mercedes, pardon, je suis en train de... J'étais pas connecté, j'étais déjà sur le point suivant. Donc, un nouveau changement de moteur, alors que, voilà, on a vu cette année que le moteur Renault fonctionnait bien avec la McLaren. Même avec la Renault, ils ont beaucoup progressé sur le moteur en 2019 du côté de chez Renault, au détriment malheureusement pour l'écurie d'usine du châssis. Mais là, ils partent avec un moteur qui est remonté parmi les meilleurs moteurs. Ah, ouais. Ouais, encore une prise de risque chez McLaren. J'ai l'impression que la leçon de tous ces changements n'a pas été apprise parce que voilà, ils ont acquis une certaine maturité avec Renault. Depuis qu'Andreas Seidel il est arrivé dans l'écurie, il a mis un petit peu sa patte à droite à gauche. Ils sont en train de refaire la soufflerie, si je dis pas de bêtises, et il est en train de restructurer à peu près toute l'écurie. Et du coup, à mon avis, je pense que soit il a des choses, il sait des choses peut-être du côté de Mercedes que nous on sait pas. Ouais. Mais à mon avis, si c'est fait comme ça, à ce moment-là, alors que oui, comme tu le dis, ça se passait plutôt bien avec Renault, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose. Oui, parce que voilà, on avait le moteur Honda il y a peu de temps, on est passé sur le Renault, maintenant on va passer sur le Mercedes. Ce qui est bien à la rigueur pour le côté Honda, c'est juste qu'ils ont permis de faire revenir Honda en Formule 1, même s'ils ne l'ont pas gardé au bout de 3 ans, que ça s'est mal passé. Au moins, Honda a eu déjà le mérite de revenir en Formule 1, de remettre des billes dans la Formule 1 et de faire un moteur qui apparemment fonctionne plutôt pas mal, puisque ils se disent avec Red Bull de faire en sorte de ne pas payer de pénalité moteur cette année. Donc ça veut dire respecter la règle des 3 moteurs. Progression. Ça serait pas mal. C'est quand même ambitieux, quoi. Ah oui. Mais s'ils y arrivent, on pourra quand même leur dire chapeau, quoi. En japonais. En japonais, comment tu dis chapeau en japonais? Chapeau. Non, je pense pas. Non, c'était l'accent, c'est tout. En 5e place, en termes de kilométrage, on va retrouver AlphaTauri, qui a plutôt aussi bien tourné. Tu veux dire Toro Rosso? Ouais, AlphaTauri Rosso. Voilà, un mélange, comme ça sera plus facile. Quelque chose, c'était du plutôt correct. C'est pas mal pour l'équipe B, entre guillemets, de Red Bull. Surtout qu'apparemment, la voiture a pas l'air dégueu. En termes de fiabilité, on retrouve un moteur plutôt sympa aussi. Pas mal, ouais. Donc voilà, encore une écurie qui, a priori, va passer une bonne année. Et qui a passé les 3 jours avec le même moteur, si je dis pas de bêtises. On va retrouver... ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et notamment des plus grosses écuries. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'on va retrouver un milieu de tableau très, très, très resserré. Déjà l'année dernière, si tu enlevais Williams, c'était surtout en début de saison, quand tu regardes les temps des qualifs à Melbourne, je crois que de la 7e à la 17e place, ils se tiennent en 1 seconde, je crois même pas, ou quelque chose comme ça. Là, ça va être encore plus serré. Possible. Martial qui nous dit Gasly l'a perdu quand même plusieurs fois la voiture. Mais Gasly, il perd toujours la voiture. Toro Rosso, en essai privé, il perd toujours la voiture. L'année dernière, il avait perdu 2 fois, c'est ça, à la Red Bull. Et ce qu'il avait probablement mis dans des conditions difficiles pour attaquer l'année. Parce que voilà, quand t'as Helmut Marko qui est dans ton dos, qui te dit t'as cassé la voiture de Max, ça n'aide pas pour commencer la saison. Quoi. Ça, c'est sûr. On va parler maintenant de Mercedes B, Racing Point. Tu peux le dire. On a découvert qu'en fait c'était vraiment une copie de la Mercedes 2019. En fait, il s'avère que un peu à la manière... ce qui me fait un petit peu rigoler dans cette histoire-là, c'est que ils avaient critiqué à l'époque l'ancien directeur de l'écurie, quand ça s'appelait encore Force India, qui était Bob Fernley, avait ouvertement critiqué le modèle économique de Haas en disant que c'était n'importe quoi d'arriver, d'acheter la moitié de la voiture. Et du coup, en fait, cette année, l'écurie Racing Point, donc, qui est l'équivalent, a fait exactement pareil avec Mercedes. Et en plus, ils utilisent, là où c'est encore... ils utilisent aussi la soufflerie de Mercedes. Et apparemment, il se serait laissé entendre qu'il y aurait quelques petits papiers qui seraient restés dans la soufflerie au moment où Racing Point est venu l'utiliser. Oups. Et bizarrement, les papiers là, ils étaient là comme par hasard. Alors ils s'en sont servis, quoi. Hein. Quelques petites photos, et puis voilà. Et du coup, quand on voit les temps qu'ils ont fait, surtout Pérez, là pendant les 3 jours, ils sont derrière les Mercedes, quoi.
Et ouais, on a vu parce que donc du coup certaines pièces doivent être construites par l'écurie, mais voilà. La cellule de survie en général. Rien n'empêche de copier le design. Voilà, aujourd'hui, de nos jours, on a des photos très poussées. A priori, ça a été aussi simplement de la copie basée sur Et économiquement, c'est beaucoup plus intelligent de faire ça de leur part, surtout cette année. Oui, dans la mesure où ils n'ont pas besoin de développer une voiture concrètement. Enfin, ils vont faire des améliorations sur la base qu'ils ont, mais ils n'ont pas eu besoin d'investir énormément dans l'élaboration, dans la recherche d'une nouvelle voiture, on va dire, dans la mesure où ils ont pris les bases de Mercedes, qui était la meilleure voiture l'année dernière. Ils sont repartis là-dessus et ça leur permet de ne pas mettre toutes leurs billes dans la saison à venir et déjà d'anticiper la saison 2021. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon mouvement stratégique. Stratégiquement, c'est pas mal. En tout cas, maintenant, reste à confirmer quand même. Mais bon, c'est vrai que tu as l'impression que moi, quand j'ai vu la première fois cette Racing Point, tu prends la Mercedes, tu mets du rose dessus. Maintenant, il faut voir... À 2-3 détails près, ouais. À 2-3 détails près. Maintenant, il faut voir au cours de saison, est-ce qu'ils vont être capables de suivre à un rythme effréné toute la saison. De la développer, tout simplement. De la développer, voilà. Parce qu'on sait qu'ils font avec des bouts de chandelle, comme ils disent souvent même eux-mêmes, ils font beaucoup déjà. Ce qu'ils font, c'est très bien, ils le font avec très 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 peu de moyens. À voir ce qu'ils vont être capables de faire avec un matériel qui vient pas de chez eux, on va dire. Ouais. C'est un peu aussi la problématique, comme disait, je crois que c'est Martial qui en parlait aussi. As ne fabrique pas tout l'ensemble de leurs pièces. Donc, faire fonctionner tout ça à 100%, c'est pas forcément toujours évident. D'où les performances en dents de scie qu'ils ont en fonction des circuits. À mon avis, il y a de fortes chances qu'ils aient exactement les mêmes soucis, parce qu'ils comprennent peut-être pas 100% de la voiture encore. Ouais, va falloir suivre s'ils choisissent un plan de développement, parce que du coup aussi avec ce budget limité, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils ont prévu de travailler sur cette base-là à leur sauce, on va dire. Okay. Mais est-ce que leurs améliorations à leur sauce vont aller sur une voiture qui vient pas de chez eux? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de mettre des choses qui vont peut-être leur faire perdre entre guillemets de la performance, parce que tu pars quand même sur une voiture excellente. Je pense que les essais libres, ils vont servir à tester pas mal de pièces. Oui. Martial qui nous dit, c'est peut-être l'effet Stroll du papa, hein, on parle bien évidemment. Qui a mis pas mal d'argent, qui a permis peut-être aussi à l'écurie derrière de structurer professionnellement un peu mieux, entre guillemets. Voilà, on va découvrir ça au cours de l'année. C'est quand même un sacré cas, Stroll. Un sacré cas? Stroll. Oh là là, Castrol, oh là là là. Tu viens de la trouver ou tu l'avais lu? Oh non, ça fait longtemps. Savais déjà. Oh là 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 là, je l'ai pas eu tout de suite. Je vois ça. Ah là là là. On va passer maintenant à ton écurie favorite, la Renault. Non, c'est pas mon écurie favorite, c'est mon employeur, c'est différent. Et notamment Ocon. Alors attention, hein, Ocon, qui je rappelle était pilote d'essai Mercedes, qui a dit « C'est la meilleure F1 que je n'ai jamais conduit ». C'est typiquement dans la philosophie et la politique de chez Renault. Si tu les écoutes l'année dernière, ils avaient la meilleure voiture, machin. C'est parfaitement dans leur manière de faire, d'être toujours optimiste. Il colle bien au moule Renault, quoi, au final. Ouais, il s'est bien acclimaté. Il est tout de suite dans le bas, voilà. Mais à mon avis, c'est pas la meilleure voiture encore, je pense pas. Il y a des progrès, j'espère. Qu'ils essaient déjà de faire des progrès, et de revenir un peu sur... d'être la 4e force de la hiérarchie, ça serait mieux pour eux, en tout cas, vu la saison moyenne qu'ils ont passée. L'investissement aussi mis par Renault, parce l'investissement, et puis il faudrait peut-être mieux avoir l'avis de Ricciardo, qui a plus conduit la voiture de l'année dernière, que Ocon, qui l'a conduit que 2 jours à Abu Dhabi. D'ailleurs, il y a eu un article récemment qui a dit que Ricciardo ménageait beaucoup moins les ingénieurs et que... Il y allait un peu plus dans le dur, ouais. Il n'hésitait pas à faire des critiques. Il a raison, il a raison. Il a été récupéré chez Red Bull... en lui promettant qu'il des bonnes promesses, il est en droit de demander ce qu'on lui a promis. C'est un peu normal, je trouve. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un très bon line-up. Ocon, Ricciardo, j'ai l'impression que ça va donner quelque chose de bien. On disait déjà un peu de ça l'année dernière avec Ricciardo et Hülkenberg. Bon. Hülkenberg. Pareil, j'avais l'impression qu'il était un peu surcoté quand même. Non, au bout d'un certain moment, quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Il a quand même gagné le 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, quand même. On parle de Formule 1, là, on n'est pas sur la même discipline. Donc, presque. Voilà. Maintenant, la Formule 1 devient de l'endurance, presque. Ah oui, c'est ça, malheureusement. En tout cas, c'est bien d'avoir un pilote français sur une voiture française. Ça met du bleu, blanc, rouge un peu partout, c'est pas mal. On espère que ça va fonctionner en tout cas un petit peu mieux que l'année dernière, ça c'est sûr.
Ouais. On va voir s'il fait pas le coup qu'il a fait avec Perez à l'époque. Ah bah d'ailleurs on a vu Ocon serrer la main avec grand sourire à Verstappen. Oui, Verstappen. Ça va, leur petit accrochage au Brésil c'est passé jusqu'à Melbourne. J'ai l'impression que c'est parce que Verstappen sait qu'il aura quand même, il sera quand même 2-3 longueurs d'avance sur Ocon toute cette année. Donc voilà, il se permet de serrer la main avec un sourire en disant mon grand, t'es pas prêt de me revoir. Bon, quoique c'était déjà le cas à l'époque, hein. Pourtant ils ont réussi à s'accrocher quand il prendre son tour. Hein. Ouais, quelle histoire. C'est bien parce que cet accrochage nous a permis de revoir un peu le règlement et de comprendre que oui, un retardataire peut récupérer son retour. C'est comme ça dans tous les sports auto. Voilà. Même aux États-Unis où le drapeau bleu il est là, mais t'es pas obligé quand tu regardes toutes les courses aux États-Unis, même en IndyCar notamment pour ce qui est le plus proche de la Formule 1, quand ils arrivent sur un retardataire, le retardataire il est pas obligé de laisser passer les leaders. Il fait sa course, quoi. Il fait sa course. S'il y a des portions où il est plus rapide, il reste devant. Oui. S'il veut utiliser son push-to-pass, il peut l'utiliser. Il n'y a pas de drapeau bleu. Il est alerté, il est averti que derrière il y a des leaders. Et après, c'est en fonction de son bon vouloir. Il fait sa après, course. ça a du sens aussi, parce que voilà, ça évite de sacrifier la course de quelqu'un. C'est pas parce que t'es à la 10e place ou même plus loin que tu devrais sacrifier ta course. En NASCAR, sur les ovales, c'est pareil. Ouais. Après, sur de l'ovale... Ça arrive un peu plus fréquemment que tu rattrapes un retardataire en NASCAR. Et pourtant, le retardataire, il peut faire Quand des fois, tu as des petites connivences entre certaines écuries, des fois, tu peux avoir un retardataire qui va volontairement bloquer un leader pour que ça soit... ça remonte derrière, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que... Ça fait partie de la stratégie de la NASCAR, quoi. Sur du NASCAR, voilà, tu tournes à des vitesses assez folles. C'est vrai que laisser passer quelqu'un aussi, ça doit pas être facile. Enfin, voilà, surtout avec les effets... je me souviens plus des noms, mais l'air qui est capable de te projeter vers l'extérieur. C'est l'aspiration. Ouais, ça doit pas être facile. Pour parler de Red Bull maintenant, c'est la seule écurie avec Mercedes qui a fait plus de 2000 km. Comme d'habitude, elle a bien tourné. Après, on suspecte Red Bull peut-être d'avoir des nouveautés pas encore dévoilées. Non, bien sûr que non. Mais bon, tu vas avec la voiture, ce sera une voiture limite presque pas B, mais à prime, quoi. Pas la version définitive. Red Bull sont les pros pour ça. Ouais. Des développements qui surgissent de nulle part au dernier moment. Déjà, à mon avis, je pense que là, pendant les 3 jours qui viennent, il y aura peut-être déjà des modifs par rapport à la semaine dernière. Oui. Probablement dans toutes les écuries. Dans toutes les écuries, mais Red Bull, je pense qu'ils vont venir avec l'Armada et qu'à Melbourne, on aura encore une voiture différente. Ouais. Et je voulais ramener un point à propos de Red Bull. Il m'est sorti de la tête. C'est dommage. Où est-il ? Il va revenir. Il va revenir. Il est où je voulais parler également de Ferrari qui, a priori, a quelques problèmes. C'était pas le museau de la Red Bull que tu voulais parler ? Ah, on peut en parler. Le museau Dark Vador. Non, Dark Vador, c'était plus le museau de l'Alpha l'année dernière. Moi, je l'appelle comme ça. Là, c'est vraiment... Il y a des trous de partout, quoi. Ouais, on verra bien. Un aspirateur bientôt, les formules. Oui, pourquoi pas. Comme ce qui m'avait étonné sur la McLaren aussi, c'est que la bouche d'aération au-dessus du pilote est aussi inclinée pour attraper un maximum d'air, quoi. En fait, si tu regardes bien la plupart des monoplaces de cette année qui ont été présentées, au niveau des pontons sur les côtés, elles sont encore plus fines que l'année dernière. Donc du coup, ce que tu fais pas rentrer dans les pontons par les spots à l'avant, il faut trouver l'air ailleurs. Et bien souvent, c'est la boîte à air au-dessus du pilote qui fait orifice d'entrée, quoi. Exactement. On a attaqué Ferrari. Alors forcément, t'as Martial qui réagit dans le chat, qui nous dit Ferrari en apprentissage de sa voiture, c'est qu'il peut être faible face à des Mercedes ou RBR. J'espère que le moteur fera la différence. C'est vrai que Ferrari, ils avaient l'air en retrait. Et voilà, Sam nous fait quelqu'un qui nage. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Ferrari après ces 3 jours, ces 3 premiers jours d'essai hivernaux? Ça va se poser des questions. Je sais pas, parce que l'année dernière, ils étaient performants en essai hivernaux et au final, c'est avéré que la voiture était moins bonne ensuite. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à venir encore sur la Ferrari aussi. Ouais, je pense. Donc à voir, mais c'est vrai que ça part pas non plus sur les meilleures bases, ça c'est sûr. Concernant la Ferrari, a priori, comme disait Martial, on était sur de l'essai et on espère que Ferrari, les pronostiqueurs pensent que Ferrari sera en train d'essayer d'exploiter tout ce qui est performance dans les 3 prochains jours. Est-ce que vous croyez à une technique de bluff, entre guillemets, où la première semaine c'était plutôt calme et une deuxième semaine où on va trouver une voiture à 100%?
Je pense pas. Pas à Je 100%. vois pas l'intérêt de s'amuser à faire du bluff la première semaine. Ne meurs pas tout de suite. Non. La première semaine, en général, comme il disait Martial, tu es en apprentissage de ta voiture, tu fais un premier shakedown déjà, donc le tournage des 100 km, pour s'assurer que toutes les pièces fonctionnent bien ensemble. Après, quand tu arrives les 3 premiers jours des essais privés, t'en es, je pense pas, au réglage fin, t'essayes un petit peu tout. La trouvaille de Mercedes, peut-être qu'ils l'ont testé là, mais qu'ils vont peut-être pas l'utiliser. Si tu regardes en 2014, la première année des V6 hybrides, toutes les voitures avaient une boîte 8 vitesses. Pourtant, Mercedes n'a dû utiliser la 8e vitesse sur sa voiture sur la saison, peut-être que sur une course, et au bout d'une ligne droite seulement, quoi. Donc peut-être qu'ils vont pas l'utiliser, c'est à voir. Là, Oui, on parle de la nouvelle trouvaille de Mercedes, le DAS, Dual Axis Steering. Tu veux nous l'expliquer, Seb ? En fait, c'est tout simplement le pilote qui tire sur le volant vers lui, un peu à la manière d'un manche d'avion. Ouais, donc après, avec beaucoup moins de débattement, évidemment. Là, on parle de 1 cm à 2 cm de débattement. Mais en fait, ça permet à la voiture d'avoir, quand le volant est en position standard, on a les roues avant, on va dire, qui peuvent être mis comme si on marchait en canard. Avec les pieds légèrement écartés. Donc là, les roues avant, ça leur permet de mettre ce qu'on appelle en anglais du pitch. Donc ça permet d'avoir les roues ouvertes au niveau de la position avant. Et au moment où il tire le volant en ligne droite, ça remet les roues plus ou moins droites dans l'axe. Et du coup, ça permet déjà d'avoir moins d'air qui arrive sur le pneu, parce que forcément, la surface face au vent est moindre. Ça permet de moins, à mon avis, je pense, s'ils ont mis ça en place, ça doit influer sur l'usure des pneus. L'usure et la température, et surtout sur la stabilité, parce que si on regarde bien sur les images en caméra embarquée que j'ai regardées, on voit bien que sorti du dernier virage, il tire sur le volant, on voit légèrement le mouvement des roues qui se remettent plus ou moins droites, et quand il arrive au bout de la ligne droite, donc au moment où il tape sur les freins, que le DRS se referme, on voit bien qu'il repousse sur son volant vers l'avant et qu'il réouvre tout doucement l'écartement des roues, quoi. Et c'est vraiment une trouvaille qui, si elle est vraiment bien exploitée, peut faire très très mal à mon avis. C'est une trouvaille assez géniale. Martial qui nous dit, du moment qu'on touche le pincement, la hauteur de caisse change, et donc ça fait l'effet d'une suspension active, ce qui est interdit. Alors la suspension active est interdite, mais le système là est totalement légal, a été, au fur et à mesure de son développement, les ingénieurs de chez Mercedes étaient en relation avec la FIA, ils ont envoyé plusieurs messages au fur et à mesure pour s'assurer de la légalité du système, on va dire, quoi. Et le système a été jugé totalement légal par la FIA. Maintenant, là où ça peut changer sur une course, notamment si c'est utilisé, c'est que les écuries peuvent porter réclamation, et là c'est les commissaires, et plus la FIA, mais bien les commissaires de la piste, de la course, qui peuvent en décider autrement. Qui vont devoir faire une enquête là-dessus. Tout à fait. Donc ça, on attendra Melbourne pour voir si c'est utilisable en course. Voilà, est-ce qu'ils vont l'utiliser vraiment ? Ça, c'est encore, je pense qu'on est dans l'attente de savoir vraiment. Ouais, parce que pour résumer, on a découvert ça mardi grâce aux caméras embarquées. Alors il a fallu que quelques minutes. Mercredi. Mercredi, le deuxième jour. Oui, tu as raison. Jeudi, vendredi, c'est le deuxième jour. C'est ça. Ouais. Et du coup, tout de suite, ça a été révélé au grand public. Et la première question, ça a été, est-ce que c'est légal ? Et a priori, ça l'est. Donc on va voir dans quelques semaines. Le problème, c'est que si ça fonctionne comme ça peut fonctionner, ça risque de créer un écart énorme entre Mercedes et les autres. Et que le souci, et qui risquerait d'en faire une année blanche, ou une année noire, ça dépend de la couleur qu'on choisit, mais c'est que si Mercedes a un tel avantage grâce à ce système-là, et qui colle je sais pas combien de secondes par tour à tout le reste, quid de l'année 2020 ? Les écuries n'auront pas les ressources pour investir dans un système et mettre en place un système équivalent, et même s'ils souhaiteraient le faire, je pense qu'il leur faudrait au moins 6 mois pour arriver à le mettre en place, et à l'installer dans la voiture, et qui fonctionne bien. Minimum 6 mois, donc ça veut dire qu'on arrive quasiment à la trêve hivernale, la saison elle est quasiment finie, donc du coup on risque de se retrouver, si tel est le cas, avec quasiment toutes les écuries qui risquent de très très tôt dans la saison basculer sur 2021, et là justement la course ça sera plutôt qui va basculer vers 2021 en premier. Voilà, donc ça serait, je veux dire, à la base déjà Mercedes n'a pas vraiment besoin d'aide en plus, on reconnaît la compétitivité de la voiture, on sait que ça va être les favoris de toute façon. Donc c'est vrai que si en plus ce système est utilisé, jugé conforme,
et qu'il est performant. Surtout qu'il est jugé conforme que pour un an, vu qu'il a été interdit pour l'année prochaine. Voilà, donc je pense que, comme a dit Seb, ça va être très très vite ennuyant, malheureusement pour le téléspectateur. Si c'est performant. Voilà. Ouais, c'est la grosse question, c'est de savoir si cette technologie C'est de apporte chiffrer quelque le chose. gain. Si Après, gain il y a. voilà. Il y aura forcément un gain, parce que vu la technologie, à mon avis, il y a un gain. Le truc, c'est Parce que ça a été testé sur simulateur. Ça a été testé au simulateur, et là, jeudi, c'est la première fois qu'ils le testaient en réel en physique sur la voiture. Et pour dire même, que ce soit chez Red Bull, chez Ferrari, tout le monde a été surpris et émerveillé. Et admiratif, ouais. Voilà, par ça. Donc ils ont loué la performance de Mercedes. C'est quelque chose d'assez énorme, je pense. Ouais. Il y a même Toto Wolff qui a essayé au simulateur. Il a dit que en fait, on s'y fait assez rapidement, donc c'est pas si difficile. Ça apporte encore quelque chose en plus à faire pour le pilote. Ça commence à devenir beaucoup. C'est plus simplement des pilotes, c'est des commandants de bord. Ils vont devoir avoir un assistant avec eux. Ou c'est des joueurs de console. Ou c'est des joueurs de console. Parce que ça fait vraiment jeu vidéo maintenant. Comme Max Verstappen et Lando Norris qui se font des petites endurances sur jeux vidéo. Il n'y a pas que, il y en a beaucoup des jeunes qui sont beaucoup sur console. Ocon, Gasly, Leclerc. Mais ouais, là, comme disait Martial aussi et Olivier, ça va être déjà interdit l'année prochaine. Donc, en fait, il va falloir trancher assez vite. Est-ce qu'on le laisse à Mercedes ou pas ? Moi, je suis en train de même me poser la question si on va pas l'autoriser au début. Et puis après 4 courses, après c'est sûr que si après 3 courses, ils gagnent avec 2 tours d'avance sur tout le monde, au bout d'un moment, il faudra faire quelque chose, sinon ça va être une procession toute l'année, quoi. Celle qui dit va falloir changer son volant sur PS4. Il faut pas aller sur PS4. Ah, ça peut être marrant, hein, imaginez sur le jeu vidéo, il faut rajouter une touche supplémentaire pour activer le DAS. Ça peut être sympa. Mercedes qui a fait notamment, même si on doit faire attention quand on parle de temps aux essais hivernaux, les meilleurs temps et le plus fort kilométrage. Ça sent bon encore pour Mercedes. Mais en faisant tout ça, ils ont quand même cassé un moteur. Oui, cassage de moteur. Alors on n'en était pas sûr, mais ça a été ensuite confirmé qu'en fait Bottas n'a pas eu qu'un problème électrique, mais un problème de moteur. Donc Mercedes a bien procédé à un changement de moteur. Enfin une Mercedes qui casse, c'est bien, non ? Oui, alors mais depuis Malaisie 2016, je crois qu'il n'y a pas de moteur cassé chez Mercedes. Il semble qu'il n'y a pas eu un Grand Prix d'Autriche où les 2 Mercedes avaient cassé en course. Alors je sais plus quelle année, c'était pas l'année dernière, il y a 2 ans. Je me souviens pas. Est-ce que c'était pas non, pas l'année dernière, mais il y avait eu un Grand Prix d'Autriche où les 2 Mercedes avaient cassé. Ouais, c'était rentré dedans quand c'était Rosberg Hamilton, mais c'est tout. Double abandon sur moteur. Je sais que c'était en Autriche, mais alors. On en veut bien un petit cette année, un petit abandon. Mais à part ça, voilà, c'était pas. Et alors, quelque chose que j'ai lu qui était assez sympa, c'est Mercedes a un petit peu, entre guillemets, chambré tout le monde en disant oui, tout le monde dit que les essais hivernaux, on ne doit pas se fier au temps fait aux essais hivernaux. Mais vous vous doutez bien que c'est Mercedes avec une batterie d'ingénieurs. Et ils ont, sans donner des chiffres, ils ont essayé de prouver qu'en fait, si, on peut apprendre des choses sur les essais hivernaux, notamment en comparant avec les datas de l'année dernière, en sachant, par exemple, qu'une Formule 1 roule avec le plein. Bah oui, forcément, quand on fait une simulation de course, on part avec un très gros volume d'essence. Donc, ils ont jugé que oui, il est possible d'apprendre des choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont posé des petites questions en disant, est-ce que Red Bull ne va pas venir avec un nouveau pack aéro à Melbourne ? Donc, ce qu'on disait avant, pour Mercedes, il est clair que Red Bull va venir avec un nouveau package aéro. Ils le font tous les ans, pourquoi ils feraient différemment cette année ? Et une autre pique entre guillemets à Ferrari qui dit pourquoi Ferrari a tourné avec une spécification bridée. Donc d'après les ingénieurs de Mercedes, on a eu une Ferrari bridée toute cette semaine. Vous y croyez à ça ? C'est de bonne guerre, ça se tacle un peu entre les. Ouais, je pense que c'est juste de la com, ça. Oui. Ouais. Et est-ce que, alors, du coup, les essais hivernaux deuxième semaine commencent demain ou après-demain ? Je ne me souviens plus exactement de la date. Est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher un petit peu de performance dans les écuries ? Je pense qu'ils vont faire comme ils font par moment dans les essais libres, des choses comme ça. C'est qu'ils vont, pas sur un tour complet, mais sur plusieurs tours, essayer de taper soit des secteurs, soit des parties du secteur, ou alors des morceaux, et pour voir si à cet endroit-là il peut, mais sans faire un tour complet qui serait peut-être un petit peu trop révélateur de la performance de la voiture. Parce que c'est vrai que moi personnellement j'aime, en tant que pilote, en tant que manager d'une équipe, j'aimerais savoir ce que ma voiture vaut avant de débarquer à Melbourne.
Donc comment faire pour faire un tour à 100% entre guillemets sans se dévoiler? Après, avec Cette toutes les idée de données secteur est pas mal. GPS qu'ils ont maintenant, je pense qu'ils arrivent quand même à, Il y a beaucoup, ouais. à simuler, à anticiper un petit peu. Donc, il y a quand même des choses qu'ils savent. Je pense que les pilotes savent où ils en sont, ce que vaut la voiture. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas, il n'y a pas trop de surprises pour eux, je pense. Ils savent où ils en sont. On a des encouragements de Julien. Go Charlie, merci. Pas on. Ah ouais, Tu non, Charlie, c'est ça, pour tout le monde, c'est c'est pas pour tout le nous. monde. Mais ouais, Voilà. non, je pense qu'à mon avis, ça risque d'être soit Mercedes n'utilise pas le système, ou alors le système Il n'apporte pas énormément. ouais, et il le laisse de côté, et on peut avoir une saison peut-être à peu près sympa. Ouais. Soit sinon le système fonctionne, et là, à mon avis, on va se faire chier toute l'année, quoi. Alors je finis ce débrief des essais hivernaux avec la conclusion de Mercedes, parce qu'elle est très bien écrite. La bataille à Melbourne s'annonce serrée, également dans le milieu de tableau, où les niveaux semblent davantage osciller que l'année passée. Donc d'après Mercedes, on va avoir une saison géniale. Forcément, c'est toujours génial pour eux, ils gagnent tous les ans. Ah bah oui, Ça peut forcément. être que génial quand on gagne tous les ans. Quand on est Lewis Hamilton, on a toujours le sourire parce qu'on gagne tout le temps. Oui. C'est ça. Après, Melbourne, ça reste un circuit un peu spécial, entre guillemets, donc je pense qu'on en saura plus un peu plus tard sur la vraie hiérarchie. Eh ben nickel. On passe aux news. On parle un peu de sport auto, news en général. Loud and clear. Hey, listen. They were done. Ba-ba-ba-bum. Done. See you later, son. Alors avec une news que tu nous as donnée notamment la semaine dernière pendant l'émission en commentaire, c'est que Aston Martin stoppe le programme d'Hypercar. Alors Ça c'est n'a plutôt rien à intéressant. voir avec l'engagement en Formule 1. Qui n'a soi-disant rien à voir avec l'engagement en Formule 1. Qui viendrait plus du fait que, en niveau de l'endurance, il y a eu le fameux rapprochement dont on parlait la dernière fois entre l'ACO, donc qui gère le WEC, on va dire le championnat FIA, d'endurance et européen. l'IMSA, qui est l'équivalent aux États-Unis. Et il va y avoir un rapprochement sur une plateforme de voitures qui pourra être commune aux deux catégories. Et du coup, la catégorie Hypercar sera encore une autre catégorie. Parce que la catégorie en question s'appellera le LMDH, quelque chose comme ça. Et Parce tu qu'il penses devrait y qu'Aston avoir une Martin part voudrait plutôt d'hybridation. s'engager dans cette voie-là? Je sais pas, je pense pas qu'ils voulaient ça. Je pense qu'ils s'attendaient à rester Ils avaient prévu de faire une hypercar. La voiture est prête, elle a tourné. D'ailleurs, les pilotes Red Bull de Formule 1 l'ont fait tourner à Silverstone. Mais je pense que s'ils se retirent, c'est tout simplement parce que du coup, ce rapprochement de plateforme entre l'ACO et l'IMSA va faire qu'il risque d'y avoir beaucoup plus d'équipes qui vont s'orienter vers cette catégorie-là et justement délaisser le côté hypercar. Et du coup, on va se retrouver avec très peu de batailles en soi dans cette catégorie-là, ou une catégorie avec un ou deux constructeurs, et ça les intéressait pas, et ils ont préféré tout arrêter. Ce qui est étonnant, parce que c'est étonnant, sachant que la voiture Aston est Martin, finie, ça a été, la voiture est finie, et ça a été un des premiers à annoncer la participation à l'hypercar. C'était les premiers, même Je avant crois, Toyota. Hein. Dès le lendemain, il me semble, Quasiment. de l'annonce de la création de la catégorie hypercar. Après, je pense qu'ils devaient s'attendre à ce que ça fasse venir plus de personnes, et le fait qu'il y avait toujours que deux constructeurs quasiment un an après, ça... Peut-être ça les a fait fuir, je sais pas. Ouais. Autre news, alors la Formule 1, c'est que Pirelli va a priori rapporter cette semaine aux essais hivernaux un pneu spécial Zandvoort. Pneu avant gauche, si je dis pas de conneries. À Zandvoort, on va trouver un banking, donc un virage dernier très virage, incliné. Plus incliné qu'à Indianapolis. Et donc du coup, pour éviter le coup que Michelin a eu en 2005, où on s'est retrouvé avec 6 voitures sur la grille le dimanche qui étaient que équipées de pneus Bridgestone, donc pour éviter ce genre d'incident, ils ont préféré développer un pneu avant gauche, si je dis ma mémoire est bonne, spécifique pour ce banking de Zandvoort. Très bonne idée. Ça va éviter C'est des accidents. on va dire. Ça peut éviter un fiasco, comme a dit Seb, comme en 2005. On a trouvé des choses sympas sur Twitter avec Romain Grosjean qui décolle de ce banking parce que c'est le spécialiste des accidents un peu fous. Donc voilà. Et on va parler un peu MotoGP avec Olivier parce qu'il y a aussi des tests, et cette fois-ci au Qatar. Comment ça s'est passé? Alors au Qatar, ça a été des tests extrêmement serrés. Sur les 3 jours, on retrouve les 3 premiers pilotes en 1 à 2 dixièmes de seconde seulement. Et on retrouve à peu près les mêmes, au fait, les Suzuki, notamment Alex Rins en tête, les Yamaha Petronas avec Fabio Quartararo et les Yamaha officiels avec notamment Mario Viñales. Ces 3 pilotes ont toujours été sur
les 3 premières places dans ces 3 jours. Alors, il y a une certaine, si on fait un bilan un peu de ces tests au Qatar, clairement, il y a je dirais pas une hiérarchie, mais en tout cas quelque chose qui s'impose, comme quoi Fabio Quartararo est toujours devant. Il y a une nette progression des Yamaha officiels également. À noter quand même une petite chute pour Valentino Rossi. Et Valentino Rossi qui est moyennement convaincu par cette Yamaha quand même. C'est ça, alors moyennement convaincu, même si ses chronos sont en amélioration, il lui manque concrètement une demi-seconde pour être vraiment au top. On peut retenir également que Ducati est pour l'instant un peu dans le pâté, comme on dirait. Un peu dans la difficulté. Voilà, dans la difficulté, on entend un petit peu mieux de Ducati. Et parlant de Marc Marquez, qui a chuté, il me semble. Une nouvelle petite chute pour Marc. Il est un peu il a fait une interview cette semaine, comme quoi Honda avait des problèmes. Alors ils ne savent pas trop si ça vient du moteur ou du châssis. La moto, mais apparemment j'ai lu ce matin qu'ils étaient revenus sur la moto de l'année dernière. Voilà, le troisième jour fut un peu mieux en tout cas. Ouais, Marc Marquez, on doit s'inquiéter un petit peu pour lui parce qu'il a du mal à revenir de cette blessure, de cette opération, pardon. Et la Honda qui n'a pas l'air de fonctionner. Alors le Qatar, ça n'a jamais été un circuit Honda. Faudra voir un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude donc la Marquez, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le passage d'Orlais pour l'autre frère Marquez? Ils l'ont pas pris dans l'écurie là juste pour faire de la figuration derrière. C'est sûr que c'est l'avenir en tout cas, oui. À mon avis, Marquez, il est plus proche de la fin que du début. Le vieux pas Marquez. Le vieux, mais qu'est-ce que tu veux qu'il gagne de plus? Ouais. Il n'a plus rien à prouver. En plus, s'il est blessé, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer la relève? Est-ce qu'il va nous la jouer à la Rossi en restant des années, même dans la difficulté? Bon, je pense que Marc en tout cas peut aller chercher le record de titres et de victoires en catégorie reine. Après oui, je pense que le futur ça reste son petit frère qui pour l'instant en difficulté, mais je pense que ça viendra petit ça a à du petit. sens, hein. Il faut qu'il s'acclimate à cette nouvelle moto forcément. Hein. Voilà, et en tout cas pour moi la bonne surprise, la confirmation ça sera Yamaha Petronas avec Quartararo, mais la bonne surprise ça peut être Suzuki en tout cas, et notamment Alex Rins qui je pense va gagner des courses. Ok. Bah là, au vu des essais hivernaux, est-ce que Quartararo il y a Zarco aussi qui apparemment s'acclimate de mieux en mieux. Exactement. Il était, d'ailleurs j'ai noté, le deuxième jour 6ème à une demi-seconde seulement du meilleur temps. Pas mal. Ouais. Et est-ce que l'échange du pilote français et de Rossi l'année prochaine est de bon augure pour le pilote français? Parce que la Yamaha Petronas, elle marche pas mal quand même. Elle marche mieux que la officielle. On a l'impression que c'est vrai que au final il n'y a pas vraiment de différence. Ça, c'est un peu comme Red Bull Toro Rosso. Là, on dirait qu'il y a 4 motos presque identiques. Alors je pense quand même que Yamaha officiel, s'ils ont pris Fabio Quartararo pour la saison prochaine, ils vont faire en tout cas une bonne moto pour 2021. Ils n'ont pas trop le choix. Croiser les doigts pour le pilote français. Après, ça reste le pilote qui règle la moto. Donc si la moto équivalente, la Petronas elle est meilleure, c'est que le pilote qui règle la Petronas, il règle mieux que la Yamaha officielle. Je dis ça, je dis rien. Ah, donc on a quelqu'un qui règle mieux sa moto que Rossi. C'est pas mal, en tout cas, Rossi, on a un futur champion du monde. Rossi, c'est de plus en plus dur pour lui, je pense, de régler ses motos tout simplement aussi. Ouais, et puis physiquement, hein, il se fait vieux. Hein. Oh oui. Bon, merci bien pour les news MotoGP. Ouais. Et on va conclure en parlant un peu de ce qu'il va y avoir cette semaine. Et notamment, moi je voulais parler de la sortie de Drive to Survive. Donc c'est ce qu'on a discuté, la série sur la Formule 1 qui sort vendredi sur Netflix. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je finisse de re-regarder la saison 1 avec ma copine. Ah bah oui, il faut refaire le résumé. Après, le problème, c'est que moi, la première fois que j'ai regardé, en fait, à chaque fois, j'étais « Oh oui, regarde, c'est ce qui va se passer là, regarde. » Et en fait, on savait tout à l'avance, quoi. Ouais, je pense que en fait, j'ai un peu gâché le plaisir. Donc là, je vais essayer de me taire un petit peu et juste profiter de cette Formule 1 romancée. Ce qui était pas mal aussi, c'est sur Amazon Prime, il y avait quelque chose en immersion chez McLaren, mais c'était l'année d'avant encore, en 2017. Ok, ah bah pas mal à voir aussi. Mais c'est que sur Amazon Prime. Ok, bon, bah voilà, merci bien. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. On va débriefer. La semaine encore après. Voilà. On te retrouvera dans les commentaires, non? Peut-être. Bah oui, parce qu'on va devoir débriefer la deuxième semaine d'essais hivernaux, donc je suis sûr que tu seras là. S'il y a du monde qui les lit, ouais. Oui. Bah ce qui oui. est pas toujours Regarde évident. là, je lis tout le temps. Ce qui est pas toujours évident, j'ai dit. Ah ouais. Parfait. Et ben merci messieurs. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, bonne soirée.
Bonne soirée tout le monde. Salut. Et attention sur les routes. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi, de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.